Bonjour à toutes et à tous. Il y a encore une personne qui a du mal à se connecter. Je ne sais pas si elle m'entend. Je ne pense pas tant que la connexion n'est pas établie. Mais sinon, vous pouvez, vous, Marjorie, pareil, vous déconnecter, vous reconnecter. Des fois, c'est juste une question de connexion. Alors, merci en tout cas aux équipes d'EY ce matin de nous faire l'intervention sur la loi sociale et fiscale, la loi de finances, pardon. On va avoir donc un petit point sur l'actualité fiscale et sociale. Donc, vous pourrez écrire vos questions dans le chat. C'est le petit bouton discussion. Et nous reviendrons sur les questions à la fin de la présentation. Donc, merci Hélène et merci Géraldine. On va vous laisser la main et on vous souhaite une bonne visio. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Hélène et moi, nous sommes ravis de vous faire cette présentation ce matin. Je suis Géraldine Garcin, je suis directrice associée au sein du cabinet EY à Nice sur la partie fiscale et Hélène Dayoglou est avocate spécialisée en droit du travail sur la zone sud-est également. Donc ce matin, on va vous faire une présentation effectivement de quelques mesures de la loi de finances, mais également des mesures. Alors, j'ai un souci pour avancer les slides. Voilà. Nous allons vous présenter donc les principales mesures de la loi de finances concernant plus précisément la sphère immobilière. Ensuite, nous verrons les principaux points de l'actualité sociale et nous aurons enfin une session de questions-réponses en fin de présentation. Donc, voilà le programme de ce matin. Comme je vous disais, donc, je vais attaquer sur la sphère immobilière avec les mesures de la loi de finances concernant plus particulièrement les mesures destinées à éviter les impacts négatifs de la crise sanitaire. Ensuite, nous verrons les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 avec Hélène. Et puis les mesures sociales de la loi de finances, ainsi que les mesures spécifiques liées à la crise sanitaire. Donc, je vais, pour vous faire la présentation, couper ma vidéo par souci d'efficacité. Voilà, donc sur l'actualité sociale, on va commencer par une mesure qui a été instaurée par la seconde loi de finances rectificative pour 2020, qui concerne la déductibilité des abandons de loyer. Donc, cette mesure, on va l'examiner sous l'angle à la fois du bailleur et sous l'angle du locataire. Donc, pour le bailleur, la seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoyait la déductibilité des abandons de loyer consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. La loi de finances pour 2021 a prorogé l'application de ce dispositif jusqu'au 30 juin 2021. La condition pour que l'abandon de loyer soit déductible chez le bailleur, c'est que le bailleur et le locataire ne soient pas liés au sens de l'article 31.12 du Code général des impôts. Du côté du locataire, l'abandon de loyer constitue un produit imposable. C'est le pendant, en fait, du caractère déductible de la charge correspondant à l'abandon de loyer chez le bailleur. Et ce produit, donc l'abandon de loyer, va venir majorer la limite d'1 million d'euros d'imputation du déficit reportable en avant. On s'aperçoit que cette règle peut recéler une double interprétation. L'interprétation qui coule de source, c'est une interprétation littérale qui consiste à dire, eh bien, puisque ce produit majore la limite d'1 million d'euros d'imputation du déficit, la règle, c'est 1 million d'euros plus le montant de l'abandon de loyer plus 50% du résultat de l'exercice. Mais en fait, quand on regarde la doctrine administrative telle qu'elle a été rédigée pour commenter le régime des abandons de créances consentis à des sociétés en difficulté, on s'aperçoit que les commentaires administratifs restreignent ce plafond, cette limite d'1 million d'euros d'imputation,
en divisant par 2 le montant de l'abandon de loyer qui sera pris en compte dans la base d'imputation du déficit reportable en avant. On peut donc sans doute se poser la question de savoir si cette règle est parfaitement conforme à l'intention du législateur et si, le cas échéant, un recours pour excès de pouvoir ne devrait pas être introduit à l'encontre de ce commentaire. Cela étant dit, 2 autres mesures de nature immobilière ont été créées par la loi de finances pour 2021. Une mesure d'abord inédite, c'est un crédit d'impôt pour abandon de loyer. Alors, la règle, c'est que le bailleur qui renonce à des loyers avant le 31 décembre 2021 peut bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50%. Donc, du montant total de l'abandon si le locataire emploie moins de 250 salariés. Ce seuil est apprécié en faisant la somme de l'ensemble des salariés employés par les entreprises qui sont sous contrôle commun, donc qui appartiennent au groupe économique. Ou bien 50% du montant de l'abandon, mais cette fois-ci dans la limite des 2/3 du loyer si le locataire emploie plus de 250 salariés. Ce seuil étant apprécié de la même manière que je viens de l'indiquer. Ce crédit d'impôt, il est subordonné à un certain nombre de conditions. Tout d'abord, seuls les loyers de novembre 2020 sont concernés. Ces loyers doivent être relatifs par ailleurs à des locaux situés en France et ces locaux doivent avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public ou doivent servir à une activité principale qui correspond à l'un des secteurs qui sont listés dans l'annexe 1 du décret 2020-371, c'est-à-dire essentiellement le secteur hôtel, café, restaurant, le secteur de la culture et le secteur de l'événementiel. On va dire que donc, dans notre région, on est quand même pas mal concerné. Il faut également que le locataire compte un effectif inférieur à 5000 salariés. Le locataire ne doit pas être non plus en difficulté au sens du règlement 621-2014 du 17 juin 2014 ou en liquidation judiciaire. Si le bailleur, par ailleurs, est une personne physique, elle doit être domiciliée en France. À cet égard, si le bailleur est une société de personnes, le crédit d'impôt est utilisable pour chacun des associés au prorata de ses droits dans la société. En revanche, ce que l'on constate, c'est que contrairement à la mesure précédente dont je vous ai parlé relative à la déductibilité des abandons de loyer, il n'y a pas de condition d'absence de lien de dépendance entre le bailleur et le locataire. Cela étant, s'il existe un lien de dépendance, il appartiendra de démontrer les difficultés de trésorerie du locataire. Par ailleurs, ce crédit d'impôt est quand même encadré par le plafonnement d'aide d'État qui a été déterminé pendant la crise sanitaire, qui est de 800 000 €. Bien évidemment, ce plafond s'apprécie au regard du montant du crédit d'impôt et non pas au regard du montant de l'abandon de loyer. A priori, lorsqu'on regarde le texte précédent qui traite de la déductibilité des abandons de loyer et le texte qui traite du crédit d'impôt pour abandon de loyer, rien ne semble interdire le cumul entre la déduction de l'abandon de loyer et le crédit d'impôt afférent au loyer du mois de novembre 2020. Ensuite, concrètement, comment ça marche? Ce crédit d'impôt, il va s'imputer en fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel l'abandon de loyer a été consenti. L'excédent pourra être immédiatement restitué. Donc, ce crédit d'impôt pourra s'imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 ou sur l'impôt sur le revenu dû sur les revenus 2020. Autre mesure en matière immobilière, mais qui, elle, n'est pas véritablement nouvelle, puisque c'est une mesure qui a existé entre le 15 avril 2009 et le 31 décembre 2012, c'est la cession-bail immobilière. Alors,
En quoi ça consiste? Eh bien, cette cession bail, elle consiste à étaler la plus-value de cession d'un immeuble si cet immeuble est repris immédiatement en crédit bail par le cédant. C'est une mesure optionnelle et temporaire. La cession doit être réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et avoir fait l'objet d'un accord de financement accepté par le crédit preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Cela ne concerne pas tous les immeubles. Il faut que les immeubles soient affectés par le crédit preneur à une activité économique, c'est-à-dire que les immeubles de rapport sont exclus. Avec une petite exception, une petite souplesse, c'est que le crédit preneur peut sous-louer l'immeuble à une entreprise liée si celle-ci affecte l'immeuble à son activité économique. Le montant de la plus-value de cession de cet immeuble, il va être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée de contrat de crédit bail, sans excéder 15 ans. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un impact en termes de trésorerie si la durée du crédit bail est supérieure à 15 ans. Le solde va être imposé immédiatement, outre en cas de levée d'option ou de résiliation du contrat de crédit bail, mais aussi sans doute en cas de cession des droits afférents au contrat de crédit bail par le crédit preneur, puisque c'est la solution qui avait été retenue dans les commentaires administratifs pour l'application de l'ancien dispositif. Au-delà de la sphère immobilière, mais il s'agit d'une mesure intéressante, le législateur a ressuscité également une mesure qui avait déjà existé par le passé, qui est la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs. Alors, vous le savez sans doute, la réévaluation libre des actifs est autorisée par l'article L123-18 du Code de commerce. Et elle permet de réévaluer à travers la constatation et la comptabilisation d'un écart de réévaluation, d'améliorer la présentation du bilan sans avoir d'impact en termes comptables sur le résultat. Cela étant, du point de vue fiscal, en revanche, l'écart de réévaluation est considéré comme un élément du résultat imposable et donc il est pris en compte par une réintégration sur le tableau 2058A pour la détermination du résultat fiscal. Pour éviter cette conséquence, le nouvel article 238 bis JB du Code général des impôts prévoit la neutralisation des conséquences fiscales de cette réévaluation dès lors que cette réévaluation est exercée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L123-18 du Code de commerce. Et donc, conformément à ce texte, la réévaluation ne concerne que les immobilisations corporelles et financières à l'exclusion donc des immobilisations incorporelles et la réévaluation s'impose à toutes les immobilisations concernées. L'entreprise qui souhaitait procéder n'a donc pas la possibilité de faire un choix. Le dispositif est optionnel, ce qui permettra donc à une entreprise déficitaire d'y renoncer pour être immédiatement imposée sur l'écart de réévaluation si elle le souhaite. Et il est limité également ce dispositif dans le temps puisqu'il ne s'applique qu'une fois au titre d'une réévaluation constatée au titre d'un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Le dispositif est assez proche de celui que l'on connaît dans le cadre de l'application de l'article 210A du Code général des impôts, donc pour ce qui concerne les fusions et opérations assimilées. Il y a une absence d'imposition immédiate de l'écart de réévaluation qui prend une forme différente selon que l'on parle d'immobilisation amortissable ou d'immobilisation non amortissable.
Pour les immobilisations, excusez-moi, pour les immobilisations, j'avais avancé un peu trop vite, pour les immobilisations non amortissables, c'est un sursis d'imposition qui est accordé. Ce qui veut dire que la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables sera calculée d'après leur valeur fiscale pré-réévaluation. Et d'autre part, que la déductibilité des dépréciations de ces immobilisations sera appréciée par rapport à leur valeur pré-réévaluation également. Pour les immobilisations amortissables, c'est un étalement qui est prévu de la même manière que ce qui est prévu pour les fusions et opérations assimilées. L'écart de réévaluation, il sera donc réintégré au résultat fiscal de manière linéaire sur 15 ans pour les constructions, plantations, agencements et aménagements de terrains amortissables sur une durée supérieure ou égale à 15 ans et sur 5 ans pour toutes les autres immobilisations amortissables. Donc, on constate que la neutralité fiscale du dispositif ne sera pas parfaite puisque la réintégration effectuée au titre des immobilisations amortissables ne sera pas toujours compensée par le complément d'amortissement lorsque la durée d'amortissement sera supérieure à 5 ans ou 15 ans. En contrepartie de la constatation de cet écart de réévaluation, eh bien, la valeur réévaluée servira de base pour déterminer les amortissements et dépréciations afférents à ces immobilisations et les plus ou moins values de cession ultérieures. Évidemment, en cas de cession pendant la période de réintégration, ce qu'on vous a mis sur le slide, le reliquat de l'écart de réévaluation relatif à l'immobilisation cédée sera réintégré en totalité. Il y aura également un impact trésorerie lorsque la durée d'amortissement sera plus longue que la période de réintégration. Et de la même manière qu'en présence d'une opération de fusion ou opération assimilée, l'entreprise devra souscrire un état de suivi, mais l'absence de souscription de cet état de suivi n'est pas sanctionnée par une amende spécifique. Donc, en cas de défaut de souscription, c'est vraisemblablement l'amende de 150 € qui est prévue par l'article 1729B du Code général des impôts qui devrait théoriquement s'appliquer. Voilà, j'en ai terminé moi sur la partie rapidement des mesures de la loi de finances et des lois de finances rectificatives pour 2020 concernant plus précisément la sphère immobilière et les mesures qu'on a appelées aussi un peu censées lutter contre la crise sanitaire. Je vais passer la parole à Hélène sur la partie sociale et bien sûr en fin de présentation, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc bonjour, Hélène Dayoglou, j'interviens donc au sein du cabinet EY en matière sociale et en matière de sécurité sociale. Alors, j'ai voulu vous faire un bref rappel des actualités dans ce domaine, sauf qu'il est vrai que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, elle tourne essentiellement autour des mesures Covid-19, encore une fois. Donc, j'ai fait un petit peu plus large que la seule loi de finances de l'activité sociale. Mais je me tiens à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Alors, vas-y Géraldine, si tu peux avancer. Pardon. Donc, la loi de financement pour la sécurité sociale. Tout d'abord, la première mesure qui concerne le plafond de la sécurité sociale 2021. Si vous regardez le plafond de l'année 2020, vous constaterez qu'en réalité, le plafond annuel de la sécurité sociale n'a pas évolué entre 2020 et 2021. C'est une des mesures, une des conséquences de la loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un article spécifique qui a été adopté pour maintenir le même plafond de l'année 2020. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque année, le plafond annuel, il est revalorisé en fonction du salaire moyen par tête du secteur marchand non agricole de l'année précédente. Or, l'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire, eh bien, le niveau du salaire moyen par tête des salariés a baissé parce que beaucoup ont été placés en activité partielle.
Donc, pour éviter cette diminution du plafond annuel de la sécurité sociale, eh bien, la loi de finances a pris une mesure de maintien de ce plafond indépendamment du calcul du salaire moyen par tête des salariés pour l'année 2020. Ce qui veut dire qu'on peut d'ores et déjà anticiper pour la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2022 qu'il y aura une nouvelle mesure pour éviter qu'il y ait du coup une distorsion si cette année, eh bien, on ne recourt pas de trop à l'activité partielle et que les salaires remontent. Donc, en tout cas, cette mesure a été prise pour éviter donc du coup une baisse des droits des salariés qui sont calculés en fonction de ce plafond. Ensuite, alors, la deuxième mesure que je souhaitais évoquer, contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, c'est celle qui contribue à favoriser la pratique du sport en entreprise. Alors, on parle des sports collectifs. Et pour favoriser la pratique du sport en entreprise, on a prévu une exonération de CSG. Et donc, comme l'assiette des cotisations sociales est alignée sur l'assiette de calcul de la CSG, tous les avantages qui seraient pris en charge par l'employeur au titre de la mise à disposition d'équipements sportifs à usage collectif sont désormais exonérés de CSG, de CRDS, mais également de contributions sociales, dans des limites qui sont prévues par décret. Le décret est toujours à paraître. Il s'agissait d'une mesure qui avait été envisagée dans le cadre de la loi ASAP, d'accélération et de simplification de l'action publique. Puis, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel avant d'être réinsérée dans le cadre de la loi de finances pour la sécurité sociale. Donc, je vous invite éventuellement à engager vos négociations dans le cadre, vous le savez, des négociations annuelles sur la qualité de vie au travail. Pourquoi ne pas envisager un investissement sur le sport collectif en entreprise, sachant que si vous êtes doté d'un CSE, je vous rappelle que le CSE a lui aussi un budget destiné aux activités sociales et culturelles. Cette exonération ne va pas faire masse avec le budget des activités sociales et culturelles du CSE pour dépasser des limites. Donc, grâce à cette mesure de la loi de financement de la sécurité sociale, l'employeur, sans empiéter sur le domaine du CSE, peut investir en matière de sport collectif et pourquoi pas donc en faire un des thèmes de négociation de la qualité de vie au travail. Donc, c'était une petite mesure. Ensuite, nous avons parmi les autres mesures de la loi de financement de la sécurité sociale, sur le slide suivant, le congé de naissance. Alors, vous avez tous entendu… Je n'arrive pas à passer le slide suivant. Ça bloque. Alors… Vous en avez tous entendu parler de ce congé de naissance. Ça arrive, hein. Excusez-moi. C'est le petit bug informatique. Ah ben voilà, sur ma partie, hein, moi j'arrive. Mais attends, c'est les joies du direct, excusez-nous. Voilà. Bon, parfait. Magnifique. Vous en avez de toute manière entendu parler dans la presse. On a réformé le congé de paternité et on l'a allongé. Alors ça, c'est la mesure principale dont vous avez certainement entendu parler, mais il n'y a pas que ça en fait. Dans la loi de financement de la sécurité sociale, on a prévu à compter du 1er juillet 2021 une réforme du congé de naissance. Donc si je résume, vous avez deux types de congés en présence d'une naissance qui intéressent le papa. Vous avez d'abord le congé de naissance de 3 jours, suivi du congé de paternité. Alors, qu'est-ce qui change au niveau du congé de naissance? Ce congé de 3 jours, eh bien maintenant, il devient obligatoire. Donc, la réciproque, c'est que vous, en qualité d'employeur, vous avez l'interdiction d'employer le papa dans l'entreprise après la naissance, dans les 3 jours qui suivent la naissance ou incluant le jour de la naissance. Et comme ce congé, il est obligatoire, la deuxième nouveauté, c'est qu'on ne laisse plus le choix au père de choisir la période à laquelle il va poser ce congé. Maintenant, on lui impose à compter de la naissance, donc soit à compter du jour de la naissance de l'enfant ou bien à compter du premier jour ouvrable suivant. Donc, il a 3 jours obligatoirement. Techniquement, il n'a pas besoin de les poser puisqu'il est obligé de les poser. Et vous avez l'interdiction donc de l'employer. Alors, forcément, la réciproque, c'est de vous dire aussi que si vous ne le faites pas, si vous ne respectez pas cette disposition, il n'y a pas de sanction. Mais en tout état de cause, vous y êtes contraint normalement, de par la loi. Ce congé de naissance, il est étendu au père de l'enfant, évidemment, même s'il ne vit plus au foyer, mais également au conjoint de la mère, au concubin de la mère et au pacsé. Ce qui veut dire techniquement que si le concubin de la mère ou le pacsé de la mère n'est pas le père de l'enfant, vous avez 2 personnes qui peuvent prétendre à l'application de ce congé de naissance. Vous ne pourrez pas dire à votre salarié, mais vous n'êtes pas le père.
Vous êtes le conjoint de la mère, vous y avez droit, même si le père lui aussi y a droit. Donc, voilà pour ce congé de naissance de 3 jours obligatoire. Le congé de paternité. Le congé de paternité a également une partie obligatoire. Ah, excusez-moi. Donc, il a une partie obligatoire de 4 jours calendaires qui sont consécutifs au congé de naissance. Donc, vous avez 7 jours en tout que le père doit poser. Le père ou le conjoint, voilà. Ah, je vais y arriver. Donc, 7 jours obligatoires à poser à compter de la naissance qui viennent se coller au congé de naissance. C'est la première période. La deuxième période, en revanche, est laissée au choix du père, de l'enfant. Il s'agit d'un congé, cette fois-ci, porté à 21 jours, 28 jours en présence de naissances multiples, qui, sur cette deuxième période, peuvent être prises de façon contiguë ou non avec la première période obligatoire, dans un délai qui sera déterminé par décret. Ce délai, il ira entre 15 jours et 2 mois. À l'heure actuelle, le délai, il est de 1 mois seulement dans la législation. Ces mesures, elles entreront en vigueur au 1er juillet prochain. Donc, le congé de paternité peut être fractionné. Ce que je voulais vous dire sur ce congé de paternité également, c'est que le salarié va devoir prévenir l'employeur de la date prévisible d'accouchement maintenant, puisque vous avez compris, vu que le congé de naissance, il est obligatoire à compter du jour de la naissance, eh bien, le salarié va devoir prévenir de la date prévisible d'accouchement qui est donnée à sa femme, donc à la mère de l'enfant, pour prévenir l'employeur des dates auxquelles, a priori, il sera en congé de naissance obligatoire et première partie du congé de paternité obligatoire. Il y a des petites exceptions quand même prévues à cette règle. L'hypothèse où le salarié se trouve en congé au moment de la naissance, dans ce cas-là, le congé obligatoire, il est reporté au retour du congé. Nous avons ensuite les mesures qui concernent le congé d'adoption. Alors, en fait, c'est par alignement avec le régime du congé de paternité. Oh, je vous prie de m'excuser. Par alignement, le congé d'adoption va également être étendu. On vous a fait un petit tableau récapitulatif avant, après. L'extension, elle ne concerne que lorsqu'on accueille un enfant par adoption au foyer, alors que le foyer en détenait déjà un. Donc, quand on passe à 2 enfants au foyer, vous voyez qu'on passe d'un congé d'adoption de 10 semaines au plus à 16 semaines au plus. Pour ce qui est de l'accueil du 3e enfant au foyer, les durées demeurent identiques. Je vais boire un petit peu. Excusez-moi vraiment. Donc, il y a aussi une petite nouveauté, que ce soit sur le congé de paternité ou le congé d'adoption. Le Code du travail nous précise désormais que ces congés se décomptent en jours ouvrables. Donc, c'est un décompte en jours ouvrables à compter du 1er juillet, ce qui signifie donc qu'on ne comptabilisera pas les dimanches. Voilà pour les mesures relatives au congé de paternité et d'adoption. On va passer aux mesures sociales de la loi de finances pour 2021. J'en ai sélectionné une seule. Il s'agit d'une alerte pour vous. La loi de finances de 2021, elle prévoit en matière de recours à l'activité partielle une réduction du délai de prescription pour solliciter de la part de l'employeur l'indemnité, l'allocation d'activité partielle. Donc, vous le savez, lorsque vous avez recouru à l'activité partielle, vous versez à vos salariés une indemnité d'activité partielle et vous avez le droit en contrepartie de demander de la part de l'État le versement de l'allocation. Alors, attention, la loi de finances, elle réduit de 12 mois à 6 mois le délai dont vous disposez pour demander à l'État le versement de cette allocation d'activité partielle. Le point de départ de ce délai de 6 mois, désormais, c'est le terme de la période couverte par l'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle. La loi de finances ne précise pas à compter de quand entre en vigueur cette réduction du délai de prescription. Alors, comme la loi de finances, elle rentre en vigueur au 1er janvier 2021,
On suppose que cette mesure, elle entre en vigueur au 1er janvier 2021, mais qu'elle devrait concerner uniquement les demandes d'allocation partielle postérieures à cette date. Concernant enfin les mesures de la loi de finances qui sont spécifiques à la COVID-19. Alors, vous avez deux types de mesures. D'abord, je voulais faire un petit point avant d'enchaîner sur ces mesures. Ça va, Hélène? Oui, j'ai la gorge vraiment sèche parce que je parle. Bon, je vais y arriver. Excusez-moi, je suis désolée. Donc, la mise à jour du protocole sanitaire. Alors, ça ne fait pas partie de la loi de financement de la sécurité sociale, mais j'ai voulu faire un petit rappel sur le dernier protocole sanitaire qui était sorti le 29 janvier 2021. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il change, ce protocole sanitaire? Je vous rappelle que le télétravail demeure la norme pour toutes les activités qu'il permettent. Donc, il y a seulement une petite souplesse qui a été accordée après des discussions avec les partenaires sociaux pour les salariés qui ne supporteraient pas l'isolement. Ils souhaiteraient revenir sur leur lieu de travail alors que leur poste est à 100% télétravaillable, on va dire. Donc, ce protocole sanitaire nous ouvre une possibilité de les faire venir dans l'entreprise, mais au maximum 1 jour par semaine. Donc, le télétravail reste la règle lorsque c'est possible. La deuxième nouveauté, ce sont les masques. Vous avez dû en entendre parler. Désormais, en milieu de travail, en milieu professionnel, seuls sont désormais autorisés les masques grand public de filtration supérieure à 90%. Ça veut dire qu'il s'agira, ça exclut tout simplement les masques de catégorie 2. Donc, vous ne pouvez plus proposer à vos salariés des masques de catégorie 2 dans le domaine de l'entreprise. Et enfin, la dernière mesure qui change, qui est importante, concerne la distanciation sociale, la distanciation physique entre les salariés présents. Lorsque le masque ne peut être porté, celle-ci passe de 1 mètre à 2 mètres dans les situations spécifiques. Je vous rappelle que sur le site du ministère du Travail, vous avez la possibilité de télécharger les guides, conseils et bonnes pratiques pour les employeurs, ainsi que pour les salariés qui peuvent vous orienter dans les aménagements à prendre dans l'entreprise, donc pour vous permettre d'adapter et de permettre la reprise de l'activité en toute sécurité. Sachant que l'administration du travail vient de sortir une instruction à l'attention de la directe, donc des agents de contrôle de l'inspection du travail, sur les contrôles à diligenter en entreprise pour vérifier si le recours généralisé au télétravail est bien respecté. Parce que suite à une consultation entre le ministre du Travail et de la Santé et les partenaires sociaux, on s'aperçoit que bien souvent, là où les postes sont à 100% télétravaillables, ils ne le sont pas en pratique. Et le télétravail tend à être recouru au minimum possible. Donc, il va y avoir des contrôles de la directe sur ces questions-là. L'instruction vient tout juste de sortir. J'en reviens aux deux mesures phares de la loi de financement de la sécurité sociale et divers textes réglementaires à côté, relatifs à la crise Covid-19. La première mesure, ce sont les exonérations patronales, on va dire les exonérations Covid-2. Dans mes slides, j'ai fait un focus uniquement sur les mesures qui sont issues de l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Mais je vous rappelle que dans le cadre de la loi de finances rectificative 2020 qui est sortie en juillet 2020, vous aviez un article 60 et 65 qui prévoyait déjà des mesures d'exonération du paiement de cotisations sociales et d'aide au paiement des cotisations sociales, donc au profit des entreprises dont l'activité principale relève, on va dire, des secteurs 1 ou des secteurs 1 bis et secteur 2. Je vais revenir sur ces secteurs. Donc, ces mesures issues de la loi de finances rectificative pour l'année 2020, je ne suis pas revenue dessus. Mais elles continuent de s'appliquer pour les employeurs qui n'auraient pas encore demandé leurs bénéfices. Mais ces employeurs, ils ont également droit aux exonérations de cotisations patronales en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, ils peuvent demander les exonérations prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et s'abstenir de demander celles de 2020 prévues par la loi de finances rectificative. Les deux aides et exonérations, les deux dispositifs ne sont pas cumulables. Donc, si vous n'avez pas encore demandé les premiers, vous pouvez demander les autres. Alors, ces mesures, à qui s'adressent-elles? En priorité,
aux employeurs de moins de 250 salariés. On distingue les employeurs du secteur 1, ce sont les activités qui dépendent pleinement, donc qui sont pleinement concernées par la crise sanitaire. On vise ici le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, transport aérien et l'événementiel. Mais ces mesures concernent également, au sein des entreprises qui comportent moins de 250 salariés, les secteurs d'activité qui ne relèvent pas de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, ceux qui sont principalement concernés par la crise, mais dont leur activité dépend de celle-ci. Donc, c'est ce qu'on appelle les secteurs 1 bis. Alors, vous verrez, si vous êtes concerné, que la liste des secteurs d'activité qui relèvent du secteur 1 bis, elle n'a cessé de changer. Donc, les nouvelles mesures s'appliquent à la liste la plus complète, la dernière en date, des secteurs d'activité qui relèvent du secteur 1 bis, qui ont été définis par des nouveaux décrets de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ces exonérations de cotisations patronales? Eh bien, il faut avoir fait l'objet donc de mesures d'interdiction d'accueil du public ou bien avoir constaté une baisse de votre chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période de l'année précédente. Par exception, ces conditions, elles ne sont pas exigées à l'égard des clubs sportifs. Donc voilà les règles qui concernent les entreprises de moins de 250 salariés. J'attire votre attention sur le calcul des effectifs des 250 salariés. On va regarder le décompte des effectifs applicables en vertu de l'article L130-1 du Code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire le nombre de vos effectifs qui figurent sur votre DSN au 31/12/2019. Donc, ce sont vos effectifs au 1er janvier 2020, tels qu'ils résultent de la DSN 2019. On parle des effectifs de l'entreprise, tout établissement confondu. Il y a des dispositions particulières concernant les sociétés holding, où on nous dit que la holding, au sens du Code de commerce qui contrôle les autres sociétés, on doit tenir compte de l'effectif de l'intégralité des sociétés contrôlées. Il y a un certain nombre de petites règles particulières, notamment pour les entreprises qui auraient été créées en 2020, comment on apprécie leur effectif. Donc, je vous renvoie, on reste à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions sur ces règles particulières-là, comme en matière de travail temporaire également. S'agissant, attends, Géraldine, si tu peux juste revenir sur le slide précédent, pour les entreprises de moins de 50 salariés éligibles. Alors, petite différence avec les exonérations patronales Covid-1. Dans le cadre de la loi de finances rectificative 2020, les exonérations Covid-1, elles s'appliquaient pour les entreprises dites du secteur 2 aux employeurs de moins de 11 salariés. Là, on est passé à ceux de moins de 50 salariés éligibles. Donc, pour relever de cette deuxième catégorie pour ouvrir droit à ces aides, à ces exonérations et ces aides, eh bien, ce sont les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs 1 et 1 bis, qu'on a décrit plus précédemment. Ce sont des activités qui relèvent donc d'autres secteurs que ceux visés. Ce sont celles qui relèvent du secteur 2, qui sont définies également par un autre décret d'application. Après avoir fait l'objet, évidemment, d'une interdiction d'accueil du public, au cours du mois qui suit celui au titre duquel vous allez solliciter l'exonération. Donc, je prends un exemple. On a été en période de confinement à compter du 1er novembre. Donc, vous allez solliciter, si vous avez moins de 50 salariés et que vous relevez du secteur 2, d'une exonération de vos cotisations patronales au titre du mois d'octobre 2020. Donc, voilà la règle. Vous demandez pour le mois suivant. Quelles sont les Non, c'est bon, Géraldine, c'était bien. Quelles sont les exonérations que vous pouvez demander? Alors, que ce soit exonération ou aide au paiement de l'emploi, il y a une même règle qui préside à cela. Si vous avez fait l'objet d'une condamnation pour travail dissimulé, vous ne pourrez pas demander ces exonérations, ces aides au paiement de cotisations sociales. Attention, parce que si vous n'avez pas encore fait l'objet d'une condamnation au titre du travail dissimulé, mais que vous encourez une telle condamnation, vous pourriez perdre de manière rétroactive les exonérations et les aides au paiement que vous auriez demandées. Donc, les cotisations patronales concernées, eh bien, toutes les cotisations qui relèvent du champ de la réduction générale de cotisations patronales, à l'exception des cotisations qui sont affectées au régime de retraite complémentaire légalement obligatoire. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que vous allez prendre en considération l'intégralité des salariés qui relèvent du champ d'application de la réduction générale de cotisation. Et pour savoir quelles sont les cotisations, vous allez prendre pour base, attention, l'ensemble de leur rémunération et pas les bases de la réduction, du calcul de la réduction générale de cotisation patronale. Sur les périodes d'exonération, je ne vais pas rentrer dans le détail,
Mais vous devez distinguer les entreprises qui ont été concernées par le couvre-feu de celles qui ont été impactées par le deuxième confinement et de la durée maximale donc de 3 mois qui sera éventuellement prolongée. Donc, ces exonérations, elles s'étendent soit à compter du 1er septembre pour ceux qui ont fait l'objet d'un couvre-feu, soit à compter du 1er octobre par rapport au confinement. Ensuite, s'agissant des aides au paiement des cotisations sociales. Donc, les entreprises, les employeurs, ce sont les mêmes que ceux qui rentrent dans la catégorie du champ des exonérations qu'on vient de voir précédemment. Cette aide au paiement de leurs cotisations sociales, elle est égale à 20% du montant des salaires d'activité qui ouvrent droit à cette exonération. Alors, seules sont prises en compte, encore une fois, les rémunérations qui sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, le L242.1 du Code de la sécurité sociale, et qui sont versées aux salariés qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisation patronale. J'attire votre attention sur le fait que si vous avez un mandataire social qui en cumule contrat de travail, mandat social, si votre entreprise ouvre droit aux exonérations sociales pour les salariés, eh bien, au titre du contrat de travail de ce mandataire social qui est en cumul, vous pourrez également prétendre aux aides à hauteur de 20% du montant des salaires. L'aide, elle est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement et elles vont vous servir à payer vos cotisations sur les années 2020 et 2021. Alors, vous pouvez aussi cumuler les exonérations applicables dans le cadre de la réduction générale de cotisation patronale, donc les fameuses réductions Fillon, anciennes réductions Fillon, avec ces aides et exonérations issues de la loi Covid-2 et Covid-1. Par contre, pas de cumul avec Covid-1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et encore une fois, pas d'aide en cas de condamnation pour travail dissimulé. Les slides d'après, ce sont des petits récapitulatifs tout simplement par secteur, des conditions à remplir que j'ai déjà évoquées donc précédemment. Donc, vous les aurez tout simplement en rappel, c'est synthétique. On va passer sur ces points. Et on va en arriver donc, alors évidemment, mention spécifique sur le fait que les reports de cotisation, ça concerne surtout les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier des exonérations de cotisation sociale, donc qui ne peuvent pas bénéficier des exonérations complètes. Eh bien, les employeurs, en cas de fermeture ou bien de restriction directe ou indirecte de leur activité, peuvent continuer de demander le report de tout parti des cotisations sociales et patronales pour les échéances des 5 et 15 février prochains. Donc, ça vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire. Par contre, pour bénéficier de ce report, ce n'est pas automatique. Il faut que vous fassiez une déclaration déposée aux dates prévues pour demander le report et pour en bénéficier en remplissant un formulaire de demande préalable. Mais vous avez déjà dû le faire pour les mois précédents si vous l'aviez fait. Sachant que l'absence de réponse de l'URSSAF, donc sous 48 heures, vaut acceptation de la demande et que, en pratique, les cotisations qui ne sont pas payées automatiquement reportées, elles ne donneront pas lieu, donc, ce report à des majorations ou à des pénalités de retard. Il faut savoir également que le but de bénéficier de report, c'est par la suite de pouvoir obtenir un plan d'appurement de votre dette de cotisation auprès de l'URSSAF qui seront négociées dans un second temps. On en passe aux mesures relatives à l'activité partielle. Alors, l'activité partielle, eh bien, on a diverses mesures dans la loi de financement de la sécurité sociale qui pérennisent, qui reprennent le régime de l'activité partielle tel qu'il avait été fixé par les ordonnances du 27 mars dernier. Donc, l'indemnité d'activité partielle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un revenu de remplacement qui exclut l'assiette de cotisation sociale et des contributions de sécurité sociale. Il est soumis à un taux de CSG-CRDS réduit à 6,7%. L'indemnité complémentaire d'activité partielle depuis le 1er janvier 2021, elle est assujettie aux mêmes prélèvements sociaux que l'indemnité légale, dans la limite de 3,15 fois le SMIC. Et on pérennise la prise en compte de l'activité partielle pour les droits à la retraite. J'attire votre attention, je fais un petit parallèle sur le régime social de l'indemnité d'activité partielle avec une des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale qui concerne le congé de mobilité. Donc, vous savez, c'est le congé dont bénéficient les salariés qui sont licenciés pour motif économique et qui peuvent bénéficier donc d'actions de réinsertion dans l'emploi dans le cadre de ce congé de mobilité. La loi de financement de la sécurité sociale, elle a aligné le régime social de la rémunération versée aux salariés pendant son congé de mobilité à celui de l'activité partielle, l'indemnité d'activité partielle. Donc, exonération de cotisation sociale, CSG, CRDS à des taux réduits et impossibilité pour le salarié qui, en vertu de son revenu fiscal de référence, pourrait prétendre à une exonération totale de CSG-CRDS d'y prétendre. Donc, pas de possibilité de faire diminuer le montant du taux de CSG-CRDS. Alors, l'activité partielle. Sur le slide d'après,
on vous a fait un petit parallèle entre activité partielle de droit commun et activité partielle de longue durée. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, on constate qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises qui ont recouru à l'activité partielle de longue durée. Et vous allez me dire pourquoi. À quoi ça sert de recourir à l'activité partielle de longue durée? Alors, le but de conclure un accord collectif pour recourir à cette activité partielle longue durée, c'est si vous savez que vous allez avoir besoin du recours à l'activité partielle dans une manière assez importante, mais que votre entreprise, elle n'est pas en péril. Donc, on vous encourage à conclure de tels accords d'activité partielle longue durée et ne pas recourir au dispositif qui peut être adopté sur décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE, mais de privilégier l'activité partielle de longue durée. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il a prévu que l'indemnité, l'allocation qui sera versée par l'État aux employeurs, ça fait plusieurs mois qu'il nous annonce que cette allocation qui, à ce jour, dans le cadre de l'activité partielle, elle est à hauteur de 60% de l'indemnité versée aux salariés, eh bien, cette allocation, elle va passer à 36%. Donc, au début, ça devait passer à 36% à compter du 1er février 2021. Ça n'a eu de cesse de se reporter. Là, on est sur une date au 1er avril 2021. Donc, vous comprenez que si vous n'avez pas souscrit d'accord sur l'activité partielle longue durée et que vous recourez à l'activité partielle par le biais du dispositif de droit commun, il y a un moment, votre indemnité d'activité, pardon, pas l'indemnité, je m'exprime mal, c'est l'allocation dont demande le remboursement de l'employeur à l'État. Cette allocation, son taux va diminuer très fortement, considérablement, au 1er avril 2021. Donc, vous êtes encouragé à souscrire ce type d'accord pour ne pas subir cette perte d'indemnisation. Alors, je vous rappelle ici sur ce slide les modalités de conclusion de l'activité partielle longue durée. C'est un accord d'entreprise ou bien une décision unilatérale de l'employeur si le recours à l'activité partielle longue durée, il a été envisagé, autorisé par la branche. C'est par exemple l'exemple de la métallurgie. Donc, si vous n'avez personne avec qui négocier dans l'entreprise, vous pouvez quand même adopter un accord d'activité partielle longue durée par décision unilatérale conforme en vous conformant donc aux dispositions de l'accord de branche, si la branche l'autorise. Je vous rappelle que dans le cadre d'une activité partielle longue durée, vous pouvez réduire au maximum la durée légale du travail de 40%. Alors, sauf dérogation possible auprès de la directe. Cet accord d'activité partielle longue durée vous permet de recourir à l'activité partielle pour 6 mois, renouvelable dans une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période totale de 36 mois. L'une des mesures, il y a eu des décrets qui sont parus fin décembre 2020 également, qui nous ont dit que pour calculer les 6 mois renouvelables de recours à l'activité partielle, le gouvernement exclut les périodes de confinement. Donc, on ne va pas vous déduire de vos 24 mois au cours desquels vous aurez le droit de recourir à l'activité partielle toutes les périodes de confinement où vous étiez en activité partielle. Donc, c'est une mesure vraiment favorable qui vous encourage à recourir à ce type d'accord. Sur le slide d'après, eh bien, c'est tout simplement la comparaison entre les taux activité partielle longue durée et activité partielle de droit commun, sachant que ces taux ont été prorogés à compter pour le 1er février. Donc, vous le voyez, on fait une différence dans le montant de l'indemnité versée aux salariés en fonction des secteurs protégés, les fameux secteurs 1 et 2, et en fonction donc des interdictions ou non des fermetures d'entreprises ou des périodes de couvre-feu. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ces taux et il faut surtout être vigilant parce que ces taux varient par le biais de mesures et d'instructions de décrets régulièrement. J'en ai donc terminé avec toutes ces mesures relatives à l'activité partielle. Et donc, si vous avez des questions sur certains dispositifs, alors évidemment, je n'ai pas été exhaustive sur toutes les mesures prévues en matière sociale, mais je peux y répondre, il n'y a aucune difficulté. Et je vous prie de m'excuser encore une fois pour ma canne de tout. Merci Hélène. Voilà, bon, bah, écoutez, on est à votre écoute si vous avez des questions. Évidemment, vous aurez la présentation que l'on va partager avec les équipes de l'UPE 06. Merci encore d'ailleurs pour l'accueil ce matin. Voilà, on vous a mis de toute façon aussi dans la présentation nos coordonnées si vous avez besoin de nous poser des questions plus détaillées. On aura plaisir à vous répondre. Je ne vois pas le chat, alors. Non, il n'y a pas de question dans le chat. Moi, j'aurais une question à vous poser du coup. Est-ce qu'il y en a qui ont recouru à des accords d'activité partielle longue durée parmi vous?
Non. Et pourquoi? Vous avez recouru à l'activité partielle de droit commun, j'imagine. Tout à fait. Oui. Donc vraiment, voilà, si vous regardez déjà si votre branche le prévoit et si elle le prévoit, essayez de prendre une décision unilatérale. Après, ça a des contraintes, hein, je ne le dis pas, parce que évidemment, j'en ai pas fait état, mais vous allez devoir aussi consulter votre CSE, faire des rapports sur le recours à l'activité partielle. Mais quoi qu'il arrive, quand vous faites un recours à l'activité partielle de droit commun, vous remplissez également une déclaration auprès de la directe pour demander le recours à l'activité partielle. On vérifie également, quand vous êtes en période de renouvellement, vos engagements que vous avez pris de maintien de l'emploi. Et donc là aussi, il y aura un certain nombre de recours de la directe pour vérifier si vous n'avez pas été au-delà de ce qui était nécessaire pour recourir à l'activité partielle. Et on a pas mal de questions qui commencent à nous arriver en ce moment sur le calcul de la participation dans l'entreprise. Parce que comment on va intégrer l'année précédente les indemnités d'activité partielle prévues qui ont été versées aux salariés dans le calcul de la réserve spéciale de participation de l'année 2020. Donc, on a quand même un certain nombre de questions vraiment techniques en paye qui reviennent vers nous sur la participation, sur le calcul des indemnités de congés payés, avec l'intégration ou non des indemnités versées aux salariés, relatives à l'activité partielle. Sur toutes ces questions, je peux vous dire qu'il n'y a pas de réponse franche parce que du coup, les textes ne répondent pas à ces interrogations. Donc, on fait appel à des raisonnements par analogie, on saisit notre conseil scientifique. Donc, vraiment, faites attention à ces problématiques qui vont arriver très rapidement au cours de l'année 2021, eu égard à votre recours à l'activité partielle en 2020. Quoi. Bon, bah écoutez. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous clôturions? Sinon, pardon, Géraldine. Non, bien sûr, ce que j'allais dire. N'hésitez pas. Alors, j'ai vu que certains n'avaient pas de micro, donc vous pouvez directement l'écrire dans le chat et pour les autres, vous pouvez ouvrir votre micro. Hein. Juste une petite question, si vous m'entendez. Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis chef d'entreprise, donc effectivement, malheureusement, je ne bénéficie d'aucune de ces mesures puisque je suis dans un secteur d'activité qui est du commerce de matériel électrique, donc pour des entreprises. J'ai moins de 50 salariés. Donc, on peut effectivement bénéficier des reports de charges sociales, ça, bien évidemment, sauf que c'est quand même à étudier avec sérieux, puisque de toute façon, comme je dis, les reports, tôt ou tard, il faudra bien les payer. Donc, il faut faire attention à ça. Et je rejoins la présentation qui a été faite hier, d'ailleurs, par l'UPE sur les mesures de sauvegarde qui concernent les entreprises en difficulté, qui était d'ailleurs très bien, qui a été faite par l'UPE hier soir. Non, c'était juste par rapport au niveau des loyers, puisqu'effectivement, une des mesures qui peut nous aider en termes commerciaux, en termes financiers, c'est l'exonération de loyer que vous accordez le bailleur. Parce qu'effectivement, je lui en ai un petit peu parlé, il n'avait pas l'air de trop comprendre ce que ça voulait dire. Donc là, j'ai vu que vous parliez d'entreprises de moins de 50 salariés, moins de 250 salariés. Oui, il y a des seuils, en effet. Donc, ça peut être fait sur 2 mois, sur 3 mois. Est-ce qu'il y a un nombre de mois qui peut être négocié ou est-ce que c'est limité à 2 mois dans l'année? Non, alors c'est sur en fait le crédit d'impôt pour abandon de loyer qui lui concerne le mois de novembre 2020. Mais après, sur la déductibilité en fait des loyers, ça en fait il y a une période en fait qui a été arrêtée par les textes et sur cette période-là, il peut y avoir la déductibilité des loyers. Donc, selon la situation précise qui vous concerne, n'hésitez pas à m'adresser un petit email que je vous réponde plus précisément sur le contexte particulier. Mais effectivement, il y a 2 choses différentes. Il y a à la fois la mesure de déductibilité et la mesure de crédit d'impôt. Donc, crédit d'impôt, j'ai compris, c'était pour le mois de novembre 2020. Exactement. Ça, c'est très limité. Ce n'est pas le cas, puisque j'ai payé mes loyers jusqu'à aujourd'hui. C'était éventuellement, si besoin était, ça me remet une activité qui est de plus en plus difficile, puisque je travaille beaucoup avec les hôtels. Je suis sur Nice, je travaille énormément avec des hôtels. Je peux vous imaginer et les restaurants. Oui. On a perdu énormément de clientèle. Bien sûr. Donc, on essaie de se dire peut-être de lui demander 1 ou 2 mois d'exonération de loyer, mais il faut que je lui mette une carotte en face et que je lui dise, voilà, si vous faites ça, mais j'ai bien compris qu'il n'aurait pas droit au crédit d'impôt. Exactement, sauf sur le mois de novembre 2020, encore une fois. Elle ne l'a pas fait. Ouais. Donc, s'il nous fait un cadeau de loyer sur mars ou avril,
lui, ça lui fait simplement comme s'il avait moins de loyer à déclarer dans sa Exactement, déclaration. exactement. Une Ça n'apporte déduction. rien de plus Tout à fait. pour lui. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. En tout cas, merci pour la présentation. Ça confirme une chose, c'est que c'est très pointu et que malheureusement, ça ne fait qu'empiler un peu plus la strate Mais oui, administrative et fiscale. mais ça c'est clair. Et encore là, on ne Franchement, vous a. Oui. vous êtes Et très pédagogue, mais franchement, quand on voit alors, Covid 1, Covid 2, période de non, mais c'est confinement, clair. période de couvre-feu, je vous assure sincèrement, quand on est à la tête de TPE ou de PME, Oui. c'est un cauchemar plus que Bon, l'activité, je dirais, de maintenir l'activité. bien sûr. C'est presque un cauchemar que de se dire comment on va fonctionner avec tous ces systèmes. Et de temps en temps, très simplement, on baisse les bras et on dit bon, et on s'aperçoit que le montage du dossier ou la complexité du dossier, c'est un calcul que l'on fait par rapport au temps passé. Non, mais c'est sûr. Mais on vous rejoint totalement sur le fait qu'aujourd'hui, sans accompagnement, il est très difficile de s'en sortir vu le nombre et le flux de textes qui arrivent régulièrement. Voilà. Et encore là, sur la partie fiscale des lois de finances, on a vraiment été succincte et on s'est vraiment focalisé sur la partie concernant la sphère immobilière. Après, il y a d'autres mesures, mais qui concernent vraiment spécifiquement l'impôt sur les sociétés. On n'avait pas le temps ce matin de rentrer dans tout ce détail-là. Mais voilà, vous avez complètement raison que pour les entreprises de notre région, sur Nice notamment, les PME, etc., sans accompagnement, ça devient extrêmement compliqué. Donc, voilà, on a essayé d'être pédagogue. Bon, après, voilà, n'hésitez pas, nous, on est en proximité, on a beau s'appeler EY, on est un cabinet qui est sur Nice, on est aussi sur Marseille et on est le plus proche possible, voilà, des entreprises de notre région, malgré le nom. Non, non, je suis petite parenthèse, j'ai souvent travaillé avec vous à l'époque où j'étais sur Paris. Ça s'appelait Ernst Young à l'époque encore. Maintenant, oui. ça s'appelle EY, mais bon, voilà. Bon, ben, en tout cas, merci pour vos questions. Je vous en prie, S'il y a merci pour d'autres vos réponses questions, surtout pour votre présentation. je vous en prie. On vous en prie. Vous êtes sur mute. Oui, pardon. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Hein. Non, il n'y a plus de questions. Alors, je vous ai mis en bas le lien du replay et Géraldine va me faire suivre la présentation tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez le retrouver dès lundi matin, dès lundi, puisque nous avons celle d'hier soir à mettre tout d'abord et ensuite vous pourrez retrouver celle de ce matin. En tout cas, on va remercier bien chaleureusement Géraldine et Hélène d'avoir fait cette présentation ce matin. On se retrouve très rapidement. Vous pourrez retrouver, donc, comme je vous disais, le replay. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour les prochaines visios. Donc, vous avez reçu les rendez-vous du mois de février et du mois de mars, d'ailleurs, cette semaine aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez compris qu'on resterait en visio jusqu'en mars pour l'instant. On verra pour le mois d'avril. On avance au fur et à mesure comme vous pour savoir quand est-ce qu'on pourra reprendre le présentiel. En tout cas, sachez qu'on est là. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. Merci, Monsieur Farina, pour les questions que vous avez posées et ce que vous avez pu dire. C'est vrai que c'est très important en ces moments compliqués pour les chefs d'entreprise. On l'a bien compris, en tout cas. Et n'hésitez pas à solliciter Géraldine et Hélène. Si besoin. Je peux dire juste une parenthèse, c'est que c'est d'autant plus compliqué que nous n'avons aucune visibilité. Tout à fait. Et quand on dit dans une entreprise, gérer, c'est prévoir, on peut prévoir plein de choses. On peut prévoir des activités qui sont rationnelles, économiques, etc. On peut faire des plans, comme on dit, le plan A, le plan B, tout ce qu'on veut. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de tango économique, un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. On souffle le chaud, on souffle le froid.
Donc, il est très, très difficile même par rapport aux salariés qui posent des questions sur un plan de développement, sur un plan d'investissement, sur plein de choses. On est coincé et on devient frileux sur notre trésorerie. Je veux dire, on aimerait des fois avoir des mesures sociales ou faire quelque chose, mais force est de constater qu'il faut qu'on économise des cartouches. Si je peux me permettre cette image un peu militaire, il faut qu'on économise nos cartouches sans savoir exactement, je reprends toujours cette image, où est l'ennemi. Ouais. On ne sait pas, on n'arrive pas à savoir quoi. Sachant que derrière, on parle si jamais l'activité reprend, il faudra bien qu'elle reprenne un jour d'une manière ou d'une autre, il y aura un temps d'inertie qui va se faire. Je veux dire, quand vous prenez un hôtel comme le Negresco ou vous prenez des grands hôtels comme ça, ce n'est pas les habitants de Saint-Laurent-du-Var qui vont les faire vivre. Ça va être la population internationale. Or, cette population internationale, il faut qu'elle ait envie de revenir sur Nice. Donc, ça veut dire que ça dépend aussi de l'aéroport, ça dépend aussi d'un contexte sanitaire international. Ça veut dire qu'avant que le Negresco retrouve sa plénitude économique, bien sûr. Nous, il va falloir qu'on patiente encore des mois, voire des années. Parce qu'eux, effectivement, ils ne font des investissements que s'ils ont eux-mêmes de la trésorerie et de l'argent, donc des clients. Donc, vous voyez, on a l'effet court terme, puis on a l'effet qui se coule, c'est l'effet long terme, où là aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas sur 2 mois, 3 mois qu'il faut gérer, ce que peut nous apporter les mesures sociales aujourd'hui de report de charges. Mais vous ne pouvez pas reporter vos charges sociales pendant 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois. Quoi, je veux dire. À un moment donné, il faudra bien les payer. Voilà. Donc, c'est là où je vous dis, c'est un peu le problème sur les entreprises, des PME, c'est cette absence de visibilité. Voilà. Non, mais c'est clair. On comprend bien. Et écoutez, nous, on est là pour vous aider au maximum. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas quand vous avez des questions à nous solliciter. Et merci beaucoup à l'UPE 06 parce que effectivement, grâce à vous, ça participe à donner de l'information à tout ce cœur d'entreprise de notre région et de notre ville. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous, merci mesdames. Merci, au revoir. Merci, belle journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.